Bon, eh bien, je suis ravie de faire ce webinaire. C'est vraiment un test pour moi. J'en ai jamais fait. Évidemment, j'en ai participé et suivi des webinaires comme vous avez dû tous le faire pendant cette période. Donc voilà. Après, par rapport au sujet, donc pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet, bah, évidemment, c'est l'actualité, ça c'est sûr. Moi, mon métier, c'est plutôt la gestion du risque amiante. Ça fait 12 ans, enfin, j'ai travaillé 12 ans dans le monde des PME du bâtiment sur cette question-là, sur la question de l'amiante. Et j'ai créé donc la société Secoyam il y a un an. Et aujourd'hui, il y a une actualité un peu particulière, celle de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser nos chantiers en toute sécurité. Du coup, je me suis un peu intéressée au sujet du coronavirus en m'impliquant avec le réseau A+. On a travaillé en cellule de crise sur le sujet. On a travaillé avec le réseau A+, différents acteurs, réseaux. On a lu j'ai lu tous les différents guides qu'il pouvait y avoir, évidemment celui de l'OPP-BTP, mais aussi les autres, pour essayer de vous faire quelque chose de synthétique et définir des étapes dans la reprise de l'activité. Alors, donc, j'ai décidé, donc, comme je vous disais, de travailler sur le sujet en m'appuyant évidemment sur le guide de l'OPP-BTP. Donc, il y a eu plusieurs versions. Pour le moment, donc, on en est à 3 versions. Donc, je vous invite vivement à vous abonner à l'OPP-BTP et surtout donc, de bien vérifier que les fiches que vous avez téléchargées qui sont jointes avec le document sont bien à jour. Donc, ce document, donc, il a été rédigé par l'OPP-BTP avec le soutien des médecins du travail et en collaboration avec les organisations professionnelles et syndicales donc, qui sont signataires de ce document. Il a été agréé, donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de réglementaire par différents ministères. Et puis, donc, il vient en complément des mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics. Donc, ça veut dire que finalement, le contexte dans lequel on se situe s'applique sur les chantiers, ce qui paraît assez évident. Et ça vient aussi en complément des dispositions classiques du Code du travail, notamment donc l'obligation de sécurité et les dispositions relatives aux risques biologiques et leur affaire à manipuler avec vigilance. Donc voilà, et puis aussi quand même une petite alerte sur le fait que ce webinaire ne se substitue pas aux recommandations des autorités. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de synthétique. Je vais également essayer de répondre à vos questions. Mais j'ai pas la science infuse, quoi. Voilà. Alors, donc je vous propose de passer à la suite, si j'y arrive. Voilà, donc on va, dans le sommaire, faire un petit rappel sur le risque, même si je pense que vous en avez entendu parler, donc savoir ce que c'est que le coronavirus. Et ensuite, on va rentrer donc dans les étapes importantes, donc mettre à jour son évaluation des risques et définir le plan de continuité d'activité, planifier la reprise des chantiers, appliquer les mesures. Ensuite, on verra comment former et contrôler, et puis la portée juridique des mesures. Voilà. Alors, donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions au fur et à mesure dans la conversation du webinaire ou dans l'espace questions-réponses. Donc un petit rappel sur le risque. Encore une fois, si ça veut bien passer, ça serait bien. C'est très étrange comme sensation de se retrouver à parler toute seule devant un ordinateur et de savoir qu'on est observé et qu'évidemment la technique ne suit pas. Hop, pourquoi il ne veut pas... Ah voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Donc,
Le coronavirus, donc c'est en fait on parle du nouveau coronavirus parce que on a découvert 6 coronavirus pour le moment, 4 qui n'ont pas eu de conséquences sanitaires et 2 qui ont eu des conséquences sanitaires, donc en 2002, en 2012, et un nouveau coronavirus donc qui est apparu en Chine en fin 2019 et qui est à l'origine de la maladie du Covid-19. Donc voilà, ce virus, il appartient il appartient à la famille des coronavirus parce que le nom vient en fait de sa constitution. Donc c'est constitué d'une membrane lipidique avec des protéines qui l'enrobent, donc qui ont une forme de couronne, et c'est de là que vient le nom. Donc, cette maladie est à l'origine d'un éventail d'effets sur la santé qui est assez vaste, hein, puisqu'il y a 80% de la population qui n'a pas de symptômes ou très peu, ou en tout cas ça se soigne sans traitement, et puis 20% de la population qui nécessite d'avoir des soins, 15% qui sont hospitalisés, et puis 5% qui ont des maladies pneumopathiques sévères et donc qui ont besoin d'être en réanimation. Alors, les symptômes, donc je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc, on a essentiellement comme symptômes la fièvre, mais aussi la toux sèche, des toux qui peuvent être, grâce aussi, hein, de la fatigue. On peut avoir une perte brutale de l'odorat, et puis une disparition du goût, et éventuellement des troubles intestinaux. C'est pour ça d'ailleurs que l'OPPBTP a mis dans son questionnaire de santé ces différents symptômes pour essayer de voir si les salariés ressentent ces différents symptômes. Donc la source du danger, en fait, c'est ce qui va créer le danger, c'est d'être exposé à des personnes infectées, donc soit à des porteurs sains, donc qui sont dits asymptomatiques ou très peu symptomatiques, et donc qui représentent, comme je vous disais, 80% de la population, et donc qu'on peut difficilement repérer. Les personnes qui ont des symptômes, donc celles-là, on va pouvoir les repérer puisqu'on va essayer de poser des questions à travers le questionnaire santé. Et puis, les personnes qui sont malades, bon, ben là, c'est clairement ceux qui ont été diagnostiqués Covid-19, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui puisque les tests ne sont pas étendus, ne sont pas systématisés, quoi. Donc, les modes de transmission. Donc là, c'est pareil, je pense que vous en avez largement entendu parler. Le principal mode de transmission, c'est par l'inhalation des particules infectieuses, donc émises par une personne infectée après un contact étroit. Donc, on entend un contact étroit, en fait, la toux. Quand on va tousser ou éternuer, on va avoir des projections qui vont produire une transmission de ces particules infectieuses. Mais ça peut être aussi le fait simplement de parler, puisque en fait, on peut éventuellement projeter des petits postillons ou des petites particules qui vont venir infecter. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est la distanciation sociale, mais on en reparlera après. Et puis la contamination, donc elle peut intervenir également en contact, en fait, en contact main-bouche, et donc puisqu'en fait on va venir inhaler les particules. Donc du coup, en prévention des risques, on va essayer d'analyser en fait la démarche en fait pour pouvoir intervenir aux différents moments. Donc soit sur le danger, en l'occurrence le danger ici, donc c'est le coronavirus, soit sur l'exposition, la personne qui est porteuse du Covid-19. On peut intervenir également sur l'événement déclencheur, donc la transmission du virus. Et c'est là que ces trois éléments vont amener au dommage, qui est en l'occurrence l'exposition à la maladie ou la contamination. Donc du coup, dans notre démarche de prévention, on va essayer d'agir sur un de ces facteurs pour éviter d'arriver à la contamination.
Alors, je vous ai fait un petit schéma sur l'effet boule de neige, puisqu'en fait, on parle ici d'une reproductivité de 2 à 3, ce qui veut dire qu'une personne malade contamine 2 à 3 personnes, et donc forcément, ça explique la pandémie dans laquelle on se situe actuellement. Encore une fois, je voudrais changer. Voilà, je vous ai fait un autre petit schéma qui s'appelle la chaîne de transmission, qui est également utilisé dans le cadre plutôt dans le risque chimique. Donc là, en fait, on voit que un réservoir qui va contenir donc ces agents biologiques, donc ici les sécrétions respiratoires, et le réservoir, donc c'est l'homme qui est infecté. On voit que le réservoir va, par le biais d'une ouverture, donc transmettre à l'hôte, le travailleur, les différentes, ces sécrétions respiratoires. Et donc, c'est ça qui va provoquer la contamination du travailleur. Et puis, les conséquences sur le travailleur, elles dépendent un peu de son état de santé préexistant, notamment, est-ce que c'est une personne à risque ou pas. Et donc, voilà, on ne sait pas forcément évaluer l'impact sur tout le monde, puisque ça dépend un peu de son état de santé préexistant. Voilà. Bon, ça, c'était un petit rappel. Je pense que vous étiez déjà pas mal informés, mais c'est toujours bien d'avoir conscience, d'avoir connaissance de ce risque pour pouvoir réfléchir à notre évaluation des risques. Alors forcément, donc cette étape-là, elle est primordiale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a deux dossiers qui ont fait l'objet de décisions juridiques. Donc, une décision que vous avez sans doute entendu parler contre Amazon et une décision contre l'ADAR, donc qui est une association d'aide à domicile. Dans les deux cas, donc c'est l'inspection du travail qui avait été mandatée forcément par les délégués syndicaux, la CGT particulièrement, mais dans le cas d'Amazon, il y avait aussi d'autres syndicats. En fait, l'inspection du travail reproche dans tous les cas une sous-estimation ou une mauvaise évaluation des risques et accorde de l'importance au plan de continuité d'activité. Donc, je dirais que vraiment, la première chose à faire, et ce qui est vraiment très important de bien faire, c'est cette étape-là, l'évaluation des risques et de définir le plan de continuité d'activité. Donc, autre petite précision sur l'évaluation des risques. Comment est-ce qu'on va le classifier? Est-ce qu'on va parler de risque biologique ou pas? Donc là, ce n'est pas forcément évident, parce que justement, dans le cas de la DAR, le fait que l'association soit positionnée sur le risque biologique spécifique à son activité a engendré des conséquences sur ses obligations. Puisque du coup, elle s'est vue reprocher de ne pas appliquer l'ensemble des dispositions, et notamment une question relative au traitement des déchets, dans laquelle on s'embarque sur un sujet un peu compliqué. Donc peut-être qu'il serait bien de se positionner plutôt sur un risque infectieux ou quelque chose qui n'est pas spécifique à votre activité. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, ce que le ministère du Travail indique comme règle de base, c'est que la norme, c'est le télétravail. Donc, évidemment, sur les chantiers de télétravail, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, si on ne peut pas travailler à distance, on va devoir se poser la question des activités qui sont urgentes et essentielles. Donc, ça, c'est clairement ce sur quoi vous devez travailler aujourd'hui, c'est les activités urgentes et essentielles. Je pense que c'est un peu risqué dans le contexte actuel de reprendre l'ensemble des activités, mais bien important de définir celles qui sont urgentes et essentielles dans le cadre de l'évaluation des risques, mais aussi dans votre plan de continuité d'activité. Ensuite, donc, il va falloir classifier les activités par risque, donc définir celles qui sont qui disposent d'un risque très faible jusqu'à un risque élevé. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur le niveau de probabilité d'infection. Donc, par exemple, si on intervient
dans le cadre des diagnostiqueurs qui sont quand même relativement présents aujourd'hui dans cette conférence, s'ils interviennent seuls dans un logement vide depuis 2 semaines, je pense que la probabilité d'infection, elle est quand même très faible. Et puis, on va évaluer le risque aussi par rapport par rapport au mode opératoire et les EPI qu'on va pouvoir mettre en place. Puisque forcément, si on n'est pas capable de si on n'a pas à disposition les masques, il va y avoir des petits soucis sur certains points. Enfin, en tout cas, pas tous les masques, hein, mais voilà, à adapter en fonction des situations. Et donc, on va définir des protocoles d'intervention. Donc, bien écrire tout ça, c'est très important. Parce que en cas de conflit, encore une fois, ce que vient voir l'inspection du travail, c'est ce que vous avez écrit et non pas ce que vous avez simplement dit. Ensuite, donc, obtenir systématiquement l'accord préalable des clients, ça vous protège également. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me mettre ça dans le chat. Je ne vois pas de remarques pour le moment. Dites-moi aussi si je vais trop vite. Je n'ai pas trop conscience du temps, mais ça a l'air d'aller. Alors, question. Tac. À qui la charge financière du surcoût, protection, protocole, travaux en conditions Covid, contribution du client? Bon, ben ça, c'est une très bonne question à laquelle l'OPPBTP, évidemment, n'a pas répondu. Et du coup, vous vous doutez bien que moi, je peux encore moins vous répondre. Là, clairement, c'est pour ça qu'un accord préalable avec les clients est peut-être nécessaire parce qu'il va falloir vous mettre d'accord contractuellement avec vos clients. Et ça, clairement, moi, je ne suis pas là pour vous parler de cet aspect contractuel, mais plutôt sur la prévention des risques, même si je me doute bien que c'est une question non négligeable. Alors, vous parlez, Alain, de la présence de stagiaires possible dans l'entreprise dans cette période. Ben non, clairement, l'OPPBTP dit que donc, tous les apprentis doivent rester chez eux. Donc ça, voilà, apprenti pour moi, c'est la même chose que stagiaire, donc je dirais non, il ne faut pas qu'ils soient présents. Bon, je vous propose de passer à la suite, sauf si vous avez davantage de questions. Je regarde quand même dans le chat. Non, ça me paraît clair. Ok. Alors donc, hop, encore une fois, si vous voulez bien passer à la suivante, ça serait bien. Merde, je suis allée trop vite. Oui, donc le plan de continuité d'activité, qu'est-ce que c'est? Ce document-là, c'est un document un peu différent du document unique, puisqu'en fait, c'est plutôt un document opérationnel de gestion de crise. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer mes activités pendant les moments de crise? Donc là, le moment de crise de Covid-19, il est là, mais il peut y avoir d'autres crises. Par exemple, pour ceux qui sont concernés par le sujet de l'amiante, ici présent, il pourrait y avoir, et ça ne me paraît pas une mauvaise chose, de prévoir un plan de continuité d'activité quand on a une pollution. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va agir pour anticiper ce type de situation? Donc là, le plan de continuité d'activité ici, on va se poser des questions telles que quelles sont les activités qui sont indispensables? Par exemple, je dois intervenir de toute urgence chez un client qui a une panne quelconque, lesquelles peuvent être interrompues, donc quelles sont celles qu'on va pouvoir gérer, comment est-ce qu'on va faire pour reprendre l'activité après aussi, comment mobiliser les ressources pour les réaliser, parce que forcément, avec les personnes qui sont malades ou les personnes qui sont en contact avec des personnes à risque ou qui sont elles-mêmes à risque, vous allez forcément avoir un absentéisme plus important. Les personnes qui doivent également garder leurs enfants. Donc, comment est-ce que vous allez mobiliser les ressources? Qu'est-ce que vous avez comme ressources disponibles? Et même en termes d'encadrement, comment vous allez gérer tout ça? Comment communiquer avec mes clients? Donc, les informer de ce qui est possible, pas possible. Comment vous allez régler les questions financières sur lesquelles il y a peut-être un accord à mettre en place. Comment vous allez vous faire livrer du matériel, évidemment, parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut, si vos fournisseurs sont fermés, ça va être... voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir mettre en place.
Et donc, de manière générale, à la fin de la crise, comment est-ce qu'on va reprendre l'activité? Voilà, de façon générale. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas dit dans l'évaluation des risques qu'il était peut-être aussi important de parler de risques psychosociaux et de comment est-ce que vous allez gérer la crise sur cet aspect-là, de rassurer les gens, enfin, tout l'impact que ça a pu avoir. Le travail à distance, c'est pas forcément la même chose pour les encadrants que vous avez continué à faire travailler. Donc, bref, toutes ces situations-là à bien prendre en compte. Ça va pour vous, le plan de continuité d'activité? Vous voyez comment vous pouvez le faire? Est-ce que vous avez des questions particulières? J'en vois pas particulièrement, donc je continue. Hop, si j'y arrive, encore une fois. Ah oui, je vois des questions, donc je vais peut-être regarder. Hop. Jusque quand les stagiaires et les apprentis sont-ils interdits en entreprise? Donc là, c'est encore une bonne question. Je ne sais pas du tout. J'imagine que en fait, le guide de préconisation de l'OPPBTP s'applique pendant la période de confinement. Donc, j'imagine qu'une fois que le confinement sera levé, on pourra reprendre les stagiaires et les apprentis. Mais c'est effectivement une question sur laquelle il faudrait creuser un peu plus. Alors, Vincent, à qui le communiquer? Donc, le plan de continuité d'activité, en priorité, c'est votre outil opérationnel de l'entreprise, mais vous pouvez aussi effectivement le communiquer à vos clients pour expliquer votre démarche. Pourquoi vous avez choisi telle ou telle activité. Et puis Stéphane, pas de souci, enchanté de vous compter parmi nous. Alors du coup, je continue et je passe. Hop. Mon ordinateur ne veut pas passer à la suivante. Donc je reviens. Ah oui, merde. Voilà, sur la mise à jour du document unique et donc sur les mesures à mettre en place, en vous incitant à bien réfléchir aux différents plans qu'il peut y avoir, donc les mesures sur le plan humain, organisationnel et technique. Donc, quand j'entends le plan humain, c'est se poser la question de comment est-ce que je vais former mes salariés à ce nouveau risque, comment je vais les sensibiliser pour que au quotidien, ils appliquent les mesures, parce que malgré tout, c'est un gros changement d'habitude. Et c'est un peu d'importance qu'ils appliquent ces mesures. Donc, comment est-ce que je vais faire pour les accompagner sur le plan humain? Organisationnel, on va le voir après, mais concrètement, quel type d'organisation je vais mettre en place pour que ces mesures elles soient respectées, et techniques, et donc quels moyens je vais fournir techniquement pour y arriver. Donc, ça peut être la fourniture des EPI, mais aussi des protections complémentaires. Et alors, j'insiste sur le point de consultation des représentants du personnel. Là encore, parce que dans le cas d'Amazon, ce qui est reproché, c'est effectivement que l'évaluation des risques, elle a peut-être été faite, elle a peut-être été mise à jour, mais elle a été a priori mal faite, ou en tout cas pas faite avec les représentants du personnel. Donc vraiment, impliquez-vous, impliquez les représentants du personnel. Déjà parce que réfléchir à plusieurs, c'est toujours mieux que tout seul. Et puis en plus, parce que ça permettra d'avoir l'adhésion du personnel. Et ensuite, les services de santé au travail, ils sont clairement là pour vous accompagner sur le sujet. Donc, il faut pas, il faut même, hein, c'est pas, il faut pas hésiter, c'est vraiment, il faut impliquer et consulter donc les représentants du personnel et les médecins du travail. Il y a eu un décret qui est sorti autorisant le recours à la visioconférence et donc la possibilité de prendre des mesures conservatoires avant d'avoir procédé à cette consultation. Donc, dans tous les cas, effectivement, j'imagine que depuis le confinement, depuis 17 mars, vous avez mis en place des choses sans forcément l'écrire dans votre document unique. Bon, ok, c'est autorisé, mais maintenant, écrivez-le, tout ça, formalisez tous ces points. Alors, je vois une question d'Igor. Comment expliquer que des chantiers non essentiels
ont redémarré et que d'autres vont reprendre la semaine prochaine. C'est toujours pareil, pas vu, pas pris. Je sais pas trop quoi vous répondre, Igor. Voilà, tant qu'on n'est pas contrôlé par l'inspection du travail, on risque rien. Maintenant, il y a le contrôle de l'inspection du travail, mais il y a aussi vos salariés. Donc, si jamais ils déclarent une maladie, il faut clairement s'attendre dans le contexte actuel à avoir des recours qui vont être mis en place par les salariés qui pourraient être éventuellement malades. Donc, je pense que peut-être que des chantiers ont redémarré sur des activités non essentielles, mais peut-être qu'ils n'auront pas de soucis, ces entreprises-là. C'est toujours pareil, c'est comme le sujet de l'amiante. Mais tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Le jour où il se passera quelque chose, il faudra expliquer votre démarche. Donc, c'est vraiment important de le formaliser, me semble-t-il. Alors, j'ai vu encore des questions. Oui, donc j'ai Stéphane qui dit qu'il pourra répondre à nos questions sur l'approvisionnement du matériel. Hop. Et Alain qui demande application du guide OPPBTP uniquement en période de confinement, êtes-vous sûr? Alors donc, ce qui est clair, c'est que effectivement, vous avez raison, Alain. Une fois que le confinement sera terminé, le risque il sera toujours présent. Mais il ne va pas partir d'un coup. On parle de 12 mois à 18 mois pour trouver un remède, pour trouver un vaccin contre le nouveau coronavirus. Donc effectivement, vous avez raison. Une fois qu'on aura terminé le confinement, a priori le 11 mai, même si il y a sans doute des modalités qui vont se mettre en place progressivement. Mais le risque sanitaire, vous avez raison, sera toujours présent. Par contre, le guide de l'OPPBTP, il a été fait effectivement dans cette période de confinement un peu particulière. Peut-être qu'il va y avoir des évolutions. De toute façon, le guide est fait pour évoluer. Mais là, aujourd'hui, les règles de distanciation sociale, il y a des chances qu'il faudra continuer à les appliquer. Mais pour tout ce qui est confinement vraiment, puisqu'on parle quand même du fait de limiter les déplacements, ben ça va changer. Donc voilà, il y aura forcément des choses qui vont s'adapter. Hop. Voilà, je pense avoir répondu aux dernières questions. La notion d'urgence ne s'applique pas pour les chantiers qui respectent l'ensemble des préconisations et l'application des gestes barrières. Après, c'est une question, encore une fois, d'évaluation des risques. Pour revenir sur le cas d'Amazon, on leur a quand même dit que les activités non essentielles devaient être arrêtées. Donc, il y a quand même une question à se poser sur, peut-être pas la notion d'urgence, mais qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est prioritaire, en tout cas, et comment classifier ces interventions-là. Encore une question. Ouais, donc une question toujours sur le coût de Bruno concernant les sujets des coûts supplémentaires liés aux EPI. Donc ça, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure à Alain. C'est évidemment une question justifiée, je vous comprends, auquel je ne vais pas pouvoir vous répondre. Parce qu'il n'y a rien qui est écrit juridiquement sur le sujet. L'OPPBTP ne s'est pas prononcé sur ce sujet et c'est normal. Ils ne sont pas là pour ça. Heureusement qu'ils n'ont pas interféré dans la vie de vos contrats. Les maîtres d'ouvrage auraient moyennement apprécié, je pense. On a des maîtres d'ouvrage parmi nous. Donc voilà, maintenant, après, c'est vraiment une négociation à avoir. Allez, on passe à la suite. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça bloque. On va donc passer à la planification de la reprise des chantiers. Je regarde mes petites notes si j'ai rien oublié de vous dire. Donc, vous le savez, un chantier bien préparé, c'est un chantier qui se déroule bien. Et en premier lieu, en fait, on va avoir le rôle du maître d'ouvrage. Donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas trop parlé du rôle du maître d'ouvrage parce que l'évaluation des risques, elle s'applique en premier lieu dans l'entreprise, mais l'évaluation des risques, elle se fait aussi au niveau de la préparation du chantier.
Donc, je vous rappelle que le maître d'ouvrage est donc garant de la sécurité et de la santé des personnes intervenant sur le chantier et garant des principes généraux de prévention. Donc, du coup, il a un rôle également à jouer dans l'organisation, dans le contexte qui doit être mené actuellement. Donc, pour chaque chantier, le maître d'ouvrage va devoir formaliser une liste des conditions sanitaires pour vérifier que le chantier peut bien redémarrer ou pas. Donc, juste une petite précision, le maître d'ouvrage ne peut pas contraindre les entreprises à reprendre. Donc, il n'y a pas d'obligation contractuelle à reprendre. Si vous considérez en tant qu'entreprise que la situation est trop dangereuse, en fait, c'est de votre responsabilité cette évaluation des risques-là. Par contre, le maître d'ouvrage, son rôle, ça va être de vraiment voir si on a mis en place tout ce qu'il fallait pour respecter les principes généraux de prévention de manière générale et la prévention de ce risque particulier sur le chantier. Donc, il va pouvoir s'appuyer sur un référent Covid-19 qui va jouer un peu un rôle de chef d'orchestre, puisque, vous le savez, il y a une obligation d'avoir un référent Covid-19 dans toutes les entreprises. Pas d'obligation pour le maître d'ouvrage, mais à mon avis, on a intérêt quand même de coordonner les mesures à mettre en œuvre sur le chantier. Donc, c'est un rôle qui est différent de celui du coordonnateur SPS dont on parlera après. Donc, voilà. Alors, les questions à se poser quand on va faire cet état des lieux. Donc, quelles sont les entreprises qui sont susceptibles de reprendre le travail? Dans quel délai et selon quel planning? Forcément, vous en doutez, ça aura un peu d'impact sur le planning. Pour quelles interventions est-ce qu'elles vont pouvoir reprendre? Et puis, est-ce qu'elles vont bien avoir ce qu'il faut en termes de fournisseurs et de sous-traitants? Donc, par exemple, si un exemple bête, mais si elles ont besoin de mettre en place des protections collectives type échafaudage et que le sous-traitant n'est pas dispo ou enfin c'est pas dispo, mais pas en mesure d'intervenir, on n'a pas mis en place son évaluation des risques, voilà. Alors, une question d'Antoine. Possibilité ou obligation de référent Covid-19. Donc, il y a bien une obligation du référent Covid-19 dans les entreprises, mais pas une obligation sur le chantier, au sens le chef d'orchestre, quoi. Pardon. Il faut bien un référent Covid-19 par entreprise sur chantier. Et peut-être que ça aurait quand même un sens d'avoir quelqu'un qui va vraiment venir coordonner toutes ces actions. Mais tel que c'est écrit dans le guide, c'est une possibilité. Donc, je reviens sur mes questions pour l'état des lieux. Dans quelles conditions d'intervention est-ce qu'on va se situer? Est-ce qu'on est en intérieur ou en extérieur? Ça va avoir un peu un impact sur la ventilation, par exemple. Et puis, est-ce qu'on est en présence d'une base vie qui est adéquate? Est-ce qu'on est en présence de locaux occupés ou pas? Combien de personnes il va y avoir sur le chantier? Et puis, quels sont les risques de coactivité? Ça, c'est clairement la priorité des questions à se poser. Voilà. Je ne sais pas si parmi les maîtres d'ouvrage présents, vous avez des questions particulières. On regarde toutes vos questions, s'il y a des questions. Pardon. Hop. Pardon pour le petit problème technique. Alors, excusez-moi pour le son si je vous ai un peu... Alors, donc, il y a une question de Guillaume. Y a-t-il une procédure à adapter pour les repas? Donc, c'est ce qu'on va voir après. Effectivement, sur l'organisation de la base vie, c'est vraiment hyper important parce qu'il va falloir gérer les flux et éviter qu'il y ait trop de personnes au moment dans la même pièce, quoi. Alors, une question de Laure. Comment définir précisément la mission du référent Covid-19? Alors là,
je suis un peu... voilà, je ne vais pas forcément vous répondre là comme ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans votre état des lieux et pour voir quelle coordination mettre en place et qu'est-ce que vous voulez comme contrôle pour que la coactivité, en fait, elle se gère bien, quoi. Donc, c'est vrai que ça vient un peu en complément de la mission du SPS, mais c'est en même temps un peu différent quand même, quoi. Donc, voilà, sur ce point-là, je veux bien revenir vers vous, Laure, sans problème. Alors, un autre message. Vous avez indiqué que le référent Covid-19 était une obligation. Pouvez-vous nous dire d'où est issue cette obligation? En fait, c'est dans le guide OPP-BTP. Donc, effectivement, le guide OPP-BTP n'est pas réglementaire, mais comme on verra après, en fait, il a une portée... en fait, c'est une obligation de moyens que vous allez avoir. Et du coup, clairement, si vous n'avez pas de référent Covid-19, ça va être compliqué, quoi, à justifier. Hop. Encore une petite question. Si on bien passer au suivant. Voilà. Alors, donc, le rôle du SPS. Donc, pour les opérations de première catégorie, il y aura une obligation d'organiser un CI2SCT avant de reprendre, ça c'est sûr. Après, pour l'ensemble des autres opérations, quand il y a un coordinateur SPS, il va devoir mettre à jour le PGC en limitant autant que faire se peut donc la coactivité. Donc pourquoi pas, on peut peut-être privilégier la succession des entreprises plutôt que la présence simultanée. Donc voilà, organiser tout ça en fait dans ce document, le PGC, qui va servir pour l'ensemble du chantier. Donc, comme je vous le disais depuis le début, vraiment, il est important de formaliser toutes les démarches qu'on met en place, et ça, c'est valable dans toutes les mesures de prévention. Le SPS, il va devoir pouvoir venir vérifier régulièrement sur le chantier comment ça se passe, si les mesures qui ont été mises en œuvre, qui ont été définies dans le PGC et écrites par les entreprises dans leur PPS sont bien appliquées, continuer à remplir son registre journal et vérifier la disponibilité des services de secours. Bon, ça peut être important sur des chantiers un peu plus importants de vérifier ces points-là, surtout dans le contexte actuel. Alors, je vois des questions. Tac. En TPE, PME, par défaut, le dirigeant est admis comme référent Covid-19. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Effectivement, ça peut être n'importe qui, le référent Covid-19. Alors après, donc on reviendra dessus, mais il faut qu'il ait suffisamment d'autorité et qu'il ait une compétence, donc qu'il puisse se former ou s'informer sur le sujet pour pouvoir en parler, c'est quand même mieux, quoi. Ensuite, est-ce qu'il y a une question ? Ludovic, sur un de mes chantiers, un CSPS a fait une proposition d'accompagnement maître d'ouvrage à la carte pour accompagner la maître d'ouvrage. Autant passer, oui, effectivement, ça peut être une solution, que ça soit fait par un CSPS ou quelqu'un d'autre. Peut-on signer un plan de prévention de chantier à distance ou devons-nous aller sur place ou dans quelles conditions? Donc effectivement, comme la règle c'est le télétravail, il faut effectivement plutôt privilégier ces points-là à distance. Alors, est-ce que le référent Covid-19 est également pour le maître d'œuvre? Non. Ça pourrait être le maître d'œuvre aussi. Par contre, le maître d'œuvre va devoir prendre en compte les mesures qui seront mises en place de prévention, comme toutes les mesures de prévention, pour établir son planning d'intervention des entreprises. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui a cette responsabilité-là. Est-ce qu'on doit refaire des visites d'inspection commune?
réglementairement ou dans le guide l'OPP-BTP, je ne crois pas avoir vu ce point, je ne pense pas. Par contre, il faut, les entreprises doivent renvoyer leur PPSPS mis à jour et il faut que le SPS vérifie que l'ensemble des mesures mises en place sont bien compatibles les unes avec les autres. Donc finalement, peut-être que ça a quand même un sens de refaire un petit point, pas une visite d'inspection commune formalisée, mais dans ce même état d'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaye de ne pas rater vos questions, de le faire au fur et à mesure. Alors, une question de Christophe. Sur différents points de reprise de mes chantiers pour lesquels les entreprises se sont mises à jour au niveau PPSPS et après avis favorable des SPS, beaucoup de maîtres d'ouvrage ajoutent des compléments d'information tels que comment pouvez-vous justifier que votre personnel ne sera pas à moins d'un mètre dans la journée? Votre personnel est-il compétent en désinfection et nettoyage? Oui. Après autant de demandes, les entreprises décident finalement de reprendre. Alors, effectivement, c'est vrai que l'OPP-BTP demande d'être compétent dans la désinfection et le nettoyage, d'où l'importance de former vos équipes. Maintenant, ce qu'on vous demande, à mon avis, ne nécessite pas une désinfection très poussée, parce qu'en fait, on verra après, hein, mais les agents nettoyants classiques finalement vont tuer ce virus. Donc, il peut y avoir l'utilisation de produits virucides, mais il y a pas mal de produits qui peuvent être mis en œuvre assez facilement. Donc, oui, une formation, ça me semble nécessaire. Et de toute façon, comme toute prise de poste, il faut mettre en place des formations. Et puis, comment vous pouvez justifier que votre personnel ne sera pas à moins d'un mètre dans la journée? Eh ben, c'est le rôle du référent Covid-19, c'est d'appliquer vos procédures, de vérifier que les procédures, elles sont appliquées. Maintenant, justement, est-ce que vous avez bien évalué toutes les situations? Peut-être que dans certains cas, il n'y a pas possibilité d'être à moins d'un mètre dans la journée. Et du coup, on va devoir mettre en place des mesures de protection, porter le masque, quoi. Donc vraiment, cette étape d'évaluation, elle est bien importante. Donc Pascal qui dit attention lieu confiné et ou ouvert, vous avez raison, enfin tu as raison Pascal, d'insister sur ce point, puisque la ventilation elle va avoir une importance dans l'aérolique, va avoir une importance dans la gestion des flux sur les chantiers. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Non, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Allez, je passe à la suite. Donc les mesures d'organisation générale du chantier. Donc ça, c'est à mon avis ce qui doit être décidé à l'étape du CSPS avec maître d'ouvrage. Donc création d'un parking supplémentaire destiné à absorber les véhicules liés à l'utilisation des transports individuels. Donc ça, forcément, on dit les équipes sur chantier peuvent pas venir en véhicule, donc on va avoir plus de véhicules. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Pourquoi pas fixer des heures d'arrivée sur le chantier à intervalles réguliers afin de ne pas surcharger la base vie. Donc ça, en concertation avec les entreprises, hein, mais si on fait venir tout le monde en même temps, c'est compliqué. Mettre en place des règles spécifiques pour les livraisons pour éviter en fait que le plus possible de personnes extérieures au chantier. Et puis, donc mettre en place un plan de circulation pour éviter les contacts entre les entreprises et les intervenants. Tout petit souci technique, on va plus mettre souris, et du coup, j'arrive pas à enlever. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc un plan de circulation, ça me paraît avoir du sens. C'est ce qu'on voit dans tous les supermarchés, dans beaucoup d'entreprises fixes, quoi, qui ont des entrepôts, de mettre en place un plan de circulation en fait pour fluidifier les accès et pouvoir matérialiser par des marquages les distances de sécurité à respecter. Bon, nous, on va pas pouvoir mettre des scotch partout sur le chantier, mais peut-être que à certains endroits, ça peut avoir un sens, quoi. Voilà. Alors, quand même, dans cette étape, il est important de vous rappeler qu'avant de redémarrer, il faut quand même vérifier qu'on est bien à jour sur les autres risques.
Évidemment, vu ma sensibilité, est-ce que vous êtes bien à jour sur le risque amiante? Est-ce que vous aviez bien votre dossier de traçabilité amiante à fournir aux entreprises? En termes de chute de hauteur, est-ce qu'une petite vérification de l'échafaudage, elle serait peut-être nécessaire avant de remettre des équipes dessus? Depuis un mois, il y a peut-être eu des modifications qui ont été faites. Et donc, c'est pas parce qu'on parle de Covid-19 qu'il faut oublier l'ensemble des risques du chantier et donc bien réévaluer que tout est OK avant de retravailler. Alors, donc, sauf si vous avez des questions que je ne vois pas pour le moment, on va passer à la suite. Alors, appliquer les mesures. Donc, vous avez tous entendu parler des gestes barrières, sur lesquels je ne vais pas forcément revenir. Alors, pour moi, la priorité, c'est évidemment d'éviter le contact avec le virus. Donc, c'est refuser l'accès au chantier au personnel susceptible d'être infecté par le biais d'un questionnaire santé. Donc, alors, sur le questionnaire santé, il faut effectivement se poser la question, utiliser ce questionnaire santé comme un point de vigilance. Maintenant, tracer l'enregistrement et conserver les différents questionnaires, c'est pas autorisé. Donc attention dans ce que vous faites. Voilà. Le but, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont, on l'a dit au début, la source du danger, donc on avait des personnes qui sont asymptomatiques, là vous allez avoir du mal à les sortir du chantier. Mais toutes celles qui ont les symptômes, qui le ressentent, on vaut mieux éviter quand même, il faut faire en sorte qu'ils ne viennent pas sur le chantier, quoi. On va évidemment checker la présence des occupants à risque ou des occupants infectés avant de rentrer dans les lieux, donc vérifier l'état de santé. Oui, Pascal, on peut faire une attestation sur l'honneur, ça me semble être plus adapté. Éviter les lieux où se trouvent des personnes fragiles et aussi vraiment indispensables, donc mettre en place une procédure particulière. Donc là, l'OPP-BTP a fait 2 protocoles d'intervention pour les interventions chez des personnes à risque et les personnes qui sont infectées. Alors, bien aérer les pièces quand c'est possible et privilégier les interventions dans des locaux après une période d'inoccupation. Ça, c'est tout ce qui va permettre d'éviter le contact avec le virus sur le chantier. Et puis, définir une procédure d'urgence en cas de contamination durant le chantier. C'est comme pour toute intervention à risque. On a mis en place notre plan de continuité, on a défini ce qui était les activités indispensables. Et maintenant, malgré tout, on pensait, en tout cas les gens chez qui on intervient, nous avaient pas signalé une situation. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Ou alors, on constate après coup une personne malade sur le chantier, comment on réagit, quoi? Donc ça, c'est important de bien écrire toutes ces situations-là. Alors, limiter les interactions, donc ça, c'est vraiment la partie sur les distanciations sociales. Donc, en premier lieu, il faut réorganiser les transports sur chantier. Alors, c'est pas forcément évident, mais ce que préconise l'OPP-BTP, donc c'est une personne par rang, de préférence une personne par véhicule tout court, sinon une personne par rang, sinon voilà. Chacun vient avec son véhicule personnel, c'est comme je disais au début. Mise en place de marquage de balisage pour faciliter le respect des distanciations. Donc là, par exemple, je vous ai mis une photo d'une machine à café où on a balisé en fait les espaces qui permet en fait du coup de savoir dans quelle zone on peut se situer, dans quelle zone on n'a pas le droit de se situer, quoi. C'est toujours mieux de visualiser. Éviter les réunions de chantier en présentiel. Donc, c'est encore une fois sur cette base du télétravail comme contrainte de départ. Adapter l'organisation de la base vie pour éviter les contacts proches. Donc, ça peut être comme l'autre photo que je vous ai mis, où on voit que finalement, il reste plus qu'une seule chaise par table. On a réduit donc la capacité d'accueil. On définit des ordres de passage. Le mieux, c'est peut-être même de manger dehors s'il fait beau et d'espacer tout ça pour éviter ces moments de coactivité.
Alors, je vois une question. Doit-on prévoir une zone d'isolement sur le chantier pour tout cas suspect? Si cas avéré, l'ensemble des présents doit être mis en quatorzaine. Donc, effectivement, ça fait partie des situations à risque à mettre en place. Le mieux, c'est de prévenir ces situations avec notre fameux questionnaire santé. Donc, on a dit avant aux personnes, surtout si vous ressentez les symptômes, on les a formés. Si vous ressentez les symptômes, vous ne venez pas travailler. Donc, vous déplacez pas chez votre médecin, mais vous l'appelez. Et puis, vous voyez avec votre médecin pour qu'il vous mette en arrêt, etc. Le médecin du travail peut également prescrire des arrêts de travail. Donc, n'hésitez pas à impliquer le médecin de travail pour éviter finalement qu'il y ait un cas avéré qui se présente sur le chantier. Et après, si la personne est reconnue et diagnostiquée comme étant porteuse de la maladie, enfin comme étant positif au Covid-19, effectivement, il faut prévoir une quatorzaine, enfin une période d'adaptation. Alors, une question de Marc-Antoine. Comment respecter les distances sanitaires entre deux opérateurs dans un sas de décomptage? Bah oui, ça c'est clair. Cela dit, dans un sas de décomptage, il va y avoir d'autres problèmes. C'est comment est-ce qu'on nettoie. Donc clairement, je pense qu'en fait, il va falloir organiser les flux de sortie pour qu'il y ait bien un nettoyage entre les interventions, et du coup, il n'y aura pas cette distance, la question, elle ne va pas se poser puisqu'on ne va pas pouvoir sortir tous en même temps. Ouais, donc sur le flux d'air, on est d'accord. Doit-on attendre que le premier opérateur sorte du sas, je pense, et garder son masque durant la décomptage jusqu'à la sortie du sas, où il pourra retirer son masque et le nettoyer? Alors donc là... on n'a pas d'obligation en fait à porter le masque par rapport au Covid-19. Donc, par contre, on a les procédures de nettoyage. Donc, effectivement, il va falloir trouver un compromis entre les deux, entre l'amiante et le Covid-19. Et donc, pour moi, à partir du moment où on va suivre la procédure des contaminations amiante, ouais. Ouh là là, ça fait réagir cette question. Pardon, du coup, je suis allée trop vite. D'habitude, j'arrive pas. Donc voilà, donc je pense que les opérateurs suivent une procédure de décontamination amiante classique. Par contre, entre chaque opérateur, donc on ne se suit pas, entre chaque opérateur, on procède à un nettoyage. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour une entreprise intervenant chez des particuliers? La première précaution, c'est de s'assurer de l'état de santé des personnes chez qui vous intervenez. Donc, vraiment vérifier avant votre intervention que les personnes ne sont pas à risque et ne sont pas porteuses, n'ont pas les symptômes et ne sont pas porteuses du Covid-19. Après, il va falloir isoler les personnes pour ne pas être en contact, avoir cette même distanciation sociale qu'il y a sur les chantiers, quoi. Voilà, je pense que là, j'ai répondu à vos questions. Alors, et donc je reviens sur les plateformes de travail individuelles ou les échafaudages, ou voilà, essayer d'organiser les postes pour, alors je dis isoler chacun des travailleurs, c'est-à-dire que peut-être que on peut donner des tâches d'un bout à l'autre pour que chacun aille jusqu'au bout de son mode opératoire et éviter en fait qu'il y ait plusieurs personnes qui soient en contact, quoi. Donc isoler, apprendre entre guillemets, c'est pas un travailleur isolé au sens de la réglementation sur ce sujet-là. Mais c'est quelqu'un qui est dans son poste de travail avec 1 mètre voire plus. Il vaut peut-être mieux respecter plutôt 2 mètres que 1 mètre d'ailleurs, mais au moins 1 mètre entre chacun des travailleurs. Alors, éviter la transmission indirecte du virus. Donc, on l'a vu, en fait, l'essentiel de la transmission, elle se fait par inhalation, mais il peut y avoir aussi le contact main-bouche qui peut être à l'origine de la transmission du virus.
Et donc, c'est bien important de se laver les mains de manière fréquente parce qu'en fait, le savon, le gel hydroalcoolique sont très efficaces pour supprimer le virus en fait, du fait de leur composition avec la membrane lipidique. Donc, clairement, simplement de l'eau et du savon, ça supprime le virus. Pardon. Et donc, du coup, il est important aussi de nettoyer les lieux qui sont fortement fréquentés. Donc, c'est la base vie, les surfaces de contact dans les engins. Bref, tous les lieux où il peut y avoir un contact. Après, pour ce qui est des rampes d'escalier, pour ce qui est des échafaudages, pardon, on peut peut-être mettre en haut et en bas un gel hydroalcoolique un distributeur de gel hydroalcoolique pour qu'on puisse se laver les mains après avoir utilisé après être passé par ces endroits-là. Donc voilà, importance de bien nettoyer avec des lingettes désinfectantes les outils qui sont partagés. Alors, évidemment, il faut éviter de partager les outils, mais si on ne peut pas faire autrement. Et puis, les surfaces de contact entre les utilisateurs, donc comme je vous disais, les véhicules, les engins, les postes de travail et les lieux de vie. Normalement, les lingettes virucides ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez trouver des lingettes de ce type-là. Et après, la question donc, de se protéger avec des EPI. Donc, comme vous le savez, en prévention des risques, on commence par la protection collective et donc avec l'organisation qu'on a vue précédemment. Et on finit par les EPI. Donc, n'oubliez pas de porter les EPI pour les risques précédents. Donc, par exemple, si vous avez besoin effectivement des EPI adaptés au risque amiante, eh ben, on ne va pas se contenter du FFP2, mais bien le FFP3 pour les interventions de sous-section 4 et les cartouches P3 pour les interventions autres. Ensuite, donc le port de gants. Donc là, attention aux gants. En fait, c'est pas forcément une bonne chose de porter des gants parce que en fait, les salariés vont pas prendre conscience de la nécessité de bien se laver les mains et le contact main-bouche, il pourra tout à fait se faire également avec les gants. Donc, vigilance avec les gants. On peut utiliser des gants de travail pour se protéger des risques classiques, mais les gants à usage unique, finalement, n'ont pas forcément d'intérêt dans ce cas-là. Alors, les vêtements de travail, donc, la réglementation, normalement, impose aux entreprises de gérer l'entretien des vêtements de travail. Alors, je sais qu'en pratique, ça ne se fait pas forcément, mais bon, voilà. Et puis, je vous conseille, c'est conseillé de les nettoyer régulièrement à 60 degrés pour tuer le microbe, puisque celui-ci, en fait, supporte pas les températures élevées. Et puis, voilà. Porter une combinaison pour les interventions chez une personne malade. Donc, effectivement, le protocole prévoit une combinaison et du coup, une formation sur la manière de retirer la combinaison, de retirer les gants, de retirer le masque, même de bien le mettre, c'est vraiment important, quoi. Et donc, on a 3 cas qui ont été identifiés pour le port du masque. C'est les interventions à moins d'1 mètre d'une autre personne, les interventions chez une personne malade et les interventions chez une personne à risque. Dans les autres cas, si on sait respecter ces 1 mètre d'écart, et les autres cas, on n'est pas obligé de porter le masque. Je ne sais pas si vous avez des questions. Normalement, la question des masques doit susciter des questions, mais là, j'en vois pas particulièrement. Hop. Ok. Si vous avez pas de questions, on continue. D'autant plus qu'on arrive au délai. Ça prend un peu de temps. Alors, les différents types de masques. Donc, je vous ai fait un petit tableau de synthèse. Donc, on a les masques FFP3, FFP2 avec ou sans valve, qui sont là véritablement des appareils de protection respiratoire, puisqu'en fait, ils vont protéger la personne qui le porte. Par contre,
Avec la valve, quand on a une valve, on ne va pas pouvoir protéger l'entourage. L'inconvénient de ne pas avoir de valve, enfin d'être sans valve, ça va être vraiment la pénibilité de ce type de masque. Hein, parce que clairement, déjà, porter un masque FFP3 avec une valve, c'est pas évident. Mais alors, sans la valve, voilà, c'est compliqué. Et les autres masques, donc le masque chirurgical et les masques barrières, qui sont les nouveaux masques d'usage non sanitaire, eux, ils vont protéger l'entourage, en tout cas partiellement, mais pas le porteur, en fait. Donc, on n'appelle pas ça des appareils de protection respiratoire. Je vous ai mis une petite synthèse des filtrations. Donc, en fait, comme je vous disais, le masque FFP2, FFP3 vont filtrer l'air inspiré et une partie de l'air expiré en fonction de la présence de la valve ou pas. Et par contre, les autres masques, le masque chirurgical et les masques barrières de catégorie 1 et 2 vont filtrer plus ou moins l'air qui va être expiré. On a des normes à respecter. Donc, la norme N149 pour tout ce qui est APR. Le masque chirurgical, donc c'est le N14683. Et puis, donc les masques barrières de catégorie 2 ont fait l'objet d'un protocole d'essai. Donc, en fait, il faut vous assurer avant que les équipements que vous utilisez ont bien passé les tests. Donc, pas de masque fabriqué maison en tissu aujourd'hui, même si ça protège, je vais dire, du contact main-bouche, puisque en fait quand même avec cette présence de masque, on va plus toucher avec les mains la bouche, quoi. Donc c'est quand même pas anodin, mais en tout cas ça va pas filtrer les particules. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, si c'est clair pour vous. Où se place le masque P3 dans ce tableau? Je les ai pas mis parce qu'en fait, ça s'applique. Le point sur les masques, c'est plutôt sur le risque Covid-19, mais les demi-masques P3, dans la mesure où ils ont une cartouche, c'est bien des APR. Voilà. Ouais. Alors, donc, effectivement, les personnes qui ont été en contact la veille avec des personnes infectées doivent effectivement attendre. Oui, donc Pascal précise bien de faire attention à la valve du P3. Ouais, donc ça, c'est valable, en fait, ce que je vous disais sur les masques FFP3 ou FFP2. La question de la valve, elle est aussi importante. Donc, les visières et les écrans ont un intérêt. Alors oui, ça peut venir en complément. Ça peut venir en complément toujours sur le contact main-bouche et puis sur les projections, mais ça ne va pas filtrer, quoi, hein, ça n'a pas de filtration. Donc ça vient en complément, mais pour autant, c'est toujours pas un APR, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Je passe à la suite. Le traitement des déchets. Donc, tous ces équipements-là, en fait, tout ce qui est masque souillé, des lingettes ayant servi à nettoyage et la désinfection, tout ça, il va falloir les emballer, ces déchets séparément. Donc, de préférence dans un double emballage comme on fait dans l'amiante. Mais après, à vous de voir, un simple emballage, ça suffit. Donc, on va enfermer et conserver tous ces déchets pendant 24 heures. Et comme ça, c'est une petite protection pour s'assurer que le virus, il soit pas, qu'il puisse. Alors évidemment, comment dire, s'il est, si vous mettez ça dans un sac humide, etc., peut-être que le virus il va pouvoir continuer à survivre. Mais si c'est vraiment dans des sacs secs, etc., on va pouvoir le tuer et du coup il y aura plus de risque. Voilà. Ensuite, donc former et contrôler. Donc, je pense que j'en ai quand même pas mal parlé jusqu'à maintenant. Vraiment, la formation à la sécurité au poste de travail, c'est de toute façon pas spécifique ni au Covid-19 ni à tous les autres, ni à l'amiante, hein, mais de manière générale, il faut se former à ce risque et se former au port du masque. C'est aussi hyper important parce que ça se met pas. Enfin, ça paraît simple, mais finalement, c'est pas si simple que ça. Donc, vous allez devoir communiquer aux salariés les consignes d'utilisation des EPI et veiller à leur bonne compréhension et utilisation.
et communiquer aux salariés les recommandations sanitaires émises par le gouvernement et notamment le comportement individuel à adopter face au coronavirus. Donc, ça va être justement ces règles que vous me posez sur qu'est-ce que je dois faire si je ressens les symptômes. Communiquer aux salariés les modifications que vous avez intégrées dans le PPSPS ou le plan de prévention. Donc, tout ça, c'est vraiment la communication, la formalisation et puis la traçabilité de ces documents, elle va être hyper importante. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je passe à la suite. Donc, le référent Covid-19, on en a parlé. Donc, je vous disais, il est quand même recommandé par le PPBTP que cette personne ait une compétence et une autorité pour assurer sa mission de coordination dans l'entreprise. Ça peut effectivement être le dirigeant, mais après, il faut vraiment qu'il y en ait un sur chantier, quoi. Donc, pour moi, on pourrait qualifier ça de référent pour le maître d'ouvrage, de chef d'orchestre, un référent technique dans les entreprises qui va édicter les règles, qui va les écrire, et le référent, entre guillemets, de chantier, qui va veiller à l'application au quotidien. Et puis, donc, la traçabilité des actions. Et bien, en fait, quelles que soient les mesures de prévention que vous mettez en place, toujours, au plus vous avez écrit, tracé ces éléments-là, au plus vous allez vous protéger. Et donc, il va falloir tracer la formation que vous allez faire aux salariés, avoir des informations régulières, donc de type quart d'heure sécurité aux causeries sur le chantier en démarrage ou quand il y a des points de situation particulière. La prise de connaissance des procédures spécifiques à mettre en œuvre. Donc, j'imagine, je reviens en arrière, hein, mais sur la formation faite aux salariés et les informations, vous vous posez la question de faire ça en groupe alors qu'on nous demande de la distanciation sociale. Mais donc, les formations, on peut trouver des solutions en e-learning et puis ou en webinaire comme on est en train de faire là. Et puis, les informations régulières sur le chantier, on peut le faire en petits groupes espacés, ça marche, quoi. La prise de connaissance des procédures, donc c'est ce qu'on a dit. La prise de connaissance du PPSPS, aussi faites-le signer. Et puis peut-être faire quelques contrôles sur chantier, avoir une petite checklist, suivre les entretiens des locaux, etc. Et puis voilà, vraiment bien tracer ce que vous avez mis en place, quoi. Donc le but, c'est de contrôler la bonne application de vos règles et puis de prouver que les moyens mis en œuvre sont bien, enfin, ce que vous avez écrit est bien réalisé en cas de conflit. Et clairement, encore une fois, c'est ce que demande l'inspection du travail, enfin la justice, hein, maintenant, dans le cas d'Amazon. Amazon a dit oui, on a mis en place des choses, mais notamment des audits sécurité quotidiens. Mais tout ça, c'est pas tracé. Donc, c'est comme si c'était inexistant. Alors, j'ai cru voir une question. Un nouveau questionnaire santé à renouveler régulièrement auprès des salariés après un retour de congé, après le week-end. Moi, en fait, c'est à formaliser, mais je pense que la question, elle doit être posée tous les jours, quoi. Que le salarié, en fait, il se pose la question tous les jours, est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je n'ai pas les symptômes? Alors, peut-être qu'il faut pas faire une attestation tous les jours, mais au moins que vous les insistiez à vous dire tous les jours, oui, je suis en bonne santé et je ne présente pas les symptômes, quoi. Parce qu'en fait, les symptômes peuvent apparaître plus tard. Hop. Voilà, je pense que j'ai plus de questions. Tac. Alors, un point sur la portée juridique des mesures et sur le droit de retrait. Donc, je vous l'ai dit, le guide n'a pas de valeur juridique en lui-même, mais c'est vraiment des préconisations à respecter à minima. Ça veut dire que l'inspection du travail, en cas de contrôle, elle va clairement vérifier que vous respectez ces préconisations, ça c'est sûr. Et à défaut, elle pourra stopper ou faire stopper l'activité, quoi. Et clairement, je pense qu'il va y avoir un contentieux fort sur le sujet. Les syndicats sont mobilisés, tout le monde s'inquiète, hein, soyons clairs, les salariés s'inquiètent, se disent ouais, mais si je suis malade au travail, voilà. Donc vraiment, respecter à minimum ces préconisations, ça me semble être quand même une protection pour le chef d'entreprise. Alors, un petit point sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile.
Donc, l'employeur, en fait, d'après l'article 45 31.1 du Code du travail, en fait, il a une obligation, donc sa responsabilité pénale peut être engagée lorsqu'il y a une obligation particulière de santé ou de prudence. Voilà. Dans le cas, par exemple, d'Amazon, ils ont quand même une amende d'1 million d'euros par jour de retard en cas d'application du sujet, donc c'est pas anodin. Et pour l'ADAR, c'était aussi une condamnation, bon alors c'était moindre, hein, puisque c'est une association quand même d'aide à domicile, mais je crois que c'était de l'ordre de 500 euros par jour de retard dans l'application des moyens. Donc voilà, il y a une sanction alors, qui est une amende pour le moment, mais voilà. Une obligation de moyens de l'employeur, donc vous allez devoir justifier que vous avez mis en place les moyens pour respecter les gestes barrières. Et puis aussi, vous devez justifier. Donc pareil, l'ADAR a été mis en demeure de former ses salariés aux différentes choses mises en place. Et puis alors la responsabilité civile. Donc la responsabilité civile, en fait, ça serait la recherche de la faute inexcusable. Donc, elle ne peut être demandée que si le salarié est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, aujourd'hui, le Covid-19 est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Pour moi, les conditions sont un peu compliquées pour caractériser un accident de travail, mais peut-être que la jurisprudence va évoluer sur ce sujet et qu'on aura aussi des recherches de fautes inexcusables et donc un risque civil. Hop. Alors, un petit point sur le droit de retrait. Donc, le travailleur peut exercer son droit de retrait, même il doit l'exercer, lorsqu'il se trouve dans une situation de travail qui présente un danger grave et imminent. Donc, du coup, il a le devoir d'alerter son employeur de cette situation. Là, dans le cas particulier d'une situation générale de pandémie, ça n'est pas une situation particulière de travail qui peut faire l'objet d'un droit de retrait. Et si l'employeur, par contre, concrètement, si l'employeur respecte ses obligations, qu'il a consulté les représentants du personnel, qu'il a formé son personnel et qu'il veille au respect des consignes, il n'y a pas de droit de retrait possible. Malgré tout, il y a des contentieux sur ce sujet et ça, c'est traité par le Conseil des prud'hommes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je continue, ou plutôt je termine, je conclus sur voilà, la question est maintenant comment est-ce que je peux vous être utile? Déjà, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Il me semble avoir traité au fur et à mesure vos questions. Regarde s'il y en a d'autres qui apparaissent. Alors, obligation de résultat pour l'employeur. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est assez surprenant, c'est que la DGT communique sur son site plutôt d'obligation de moyens et pas d'obligation de résultats. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que dans le milieu de l'amiante. Maintenant, prudence. Est-ce que c'est pas une obligation de moyens renforcée? Donc, vraiment, en fait, enfin, voilà, vous n'allez pas pouvoir... Enfin, je pense que ce qu'on attend de vous, c'est surtout que vous mettiez en place des mesures, que vous assuriez que c'est bien fait, que vous formiez les équipes. Il n'y a pas cette même contrainte de l'obligation de résultat. Alors, pouvez-vous me faire un bref résumé sur la prévention dans les sas de décontamination? Donc, moi, je pense qu'il faut espacer la décontamination. Et puis, à chaque sortie, procéder à un nettoyage en fait, des sas et s'assurer surtout qu'il y ait donc, une bonne ventilation, hein, c'est utile, un bon éclairage, puisqu'en fait, les zones éclairées, enfin, le virus n'aime pas les zones fortement éclairées et sèches. Donc, il faut bien vous assurer qu'il n'y a pas d'eau, que tout a bien été, qu'il n'y a pas d'eau stagnante, quoi. Peut-on utiliser des lampes UV? Oui, pourquoi pas, ouais. Le rôle du référent Covid-19, alors excusez-moi Arnaud, mais vous voulez parler du rôle du référent Covid-19 pour les entreprises ou pour le maître d'ouvrage? En fait, donc, comme je vous disais, pour moi, il y a 3 catégories de référents Covid-19. Il y a celui sur le chantier qui va vraiment voir au quotidien l'application des mesures. Celui
celui technique, on va dire, dans l'entreprise qui va définir les règles, remettre à jour le document unique, les PPSPS, etc. Écrire les procédures, voilà. Et puis le référent chef d'orchestre, le référent au niveau du chantier pour le maître d'ouvrage qui va orchestrer l'ensemble de ces mesures sur le chantier pour que ça se coordonne bien, quoi. Et oui, Pascal, attention à la rétine des UVC, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ce que je vous propose, en fait, pour faire suite à ce petit webinaire, c'est que je vais déjà vous remercier d'avoir participé, puis vous envoyer un petit questionnaire. Un petit questionnaire parce que j'ai pas envie d'en arrêter là, j'ai envie de continuer à vous accompagner et du coup, le petit questionnaire me permettra en fait de savoir comment continuer dans cette dynamique à vous accompagner, à faire que ça se passe le mieux pour vous sur le chantier. Alors, je regarde encore vos questions. S'il y en a d'autres. Ouais, donc Stéphane qui nous dit, éventuellement, je pourrais peut-être vous le mettre dans le questionnaire pour que vous ayez bien l'information. Qui nous fournit une adresse mail info-epi78@gmail.com pour avoir des infos sur les EPI qui sont disponibles ou sur les questions d'approvisionnement, j'imagine. Voilà, et puis effectivement, Pascal qui me rappelle à juste titre de remercier le réseau A+, avec qui je travaille donc depuis le début, pour bien préparer non seulement ce webinaire, mais l'accompagnement qu'on propose pour faire en sorte que tout se passe bien et en sécurité, parce que c'est vraiment le plus important, quoi. Je parle de la sécurité, la santé de vos salariés, mais aussi votre sécurité juridique. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas surtout à répondre le questionnaire, ça m'aidera à savoir comment vous aider, quoi. Voilà, à bientôt. Merci en tout cas pour toutes vos questions. J'espère que ça a enrichi le débat.